Salut à toi. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'Héloïse Delsart, alias Ovidie. Elle est actrice, auteure, réalisatrice, journaliste et chroniqueuse. Héloïse est souvent résumée à son passé d'actrice de films pour adultes, ce qui a tendance à fortement l'agacer. Et ça se comprend très bien. Après tout, elle n'a été actrice dans ce genre de film que pendant une courte période. Elle a ensuite réalisé des films, des séries, des documentaires. Elle a écrit pas mal de bouquins, produit des chroniques, le tout, la plupart du temps, d'une grande qualité. Ovidie est une féministe, très engagée, même s'il n'est pas son genre de descendre dans les rues avec des pancartes. Ce féminisme, elle l'exprimera très tôt, dès le début de sa carrière, et sera présent dans tout ce qu'elle fera. Parfois en thématique principale, parfois en arrière-plan, mais toujours là, quelque part. Un fil d'Ariane qu'elle suivra, une cause qu'elle incarnera avec autant de passion que de colère. Une colère qu'on pourrait qualifier de rage du sage à la manière de Damasio. Moi, j'appelle ça la rage du sage, tu sais, à des moments, c'est-à-dire cette idée que tu le gardes en toi, tu l'architectures, tu le penses, et tu gardes cette durabilité de la colère qui fait que tu vas pouvoir lutter sur des périodes relativement longues et en faire des œuvres aussi. Elle se déclare apolitique, mais apparaît pourtant dans les remerciements du documentaire Ni Dieu ni Maître, une histoire de l'anarchisme. Une série de documentaires que je te conseille fortement pour te défaire de pas mal d'idées reçues sur le sujet. Son réalisateur, Tancred Ramonet, l'un de ses amis proches, la cite à plusieurs reprises, affirmant, je cite, « Il existe encore des figures anarchistes, de Tardy à Ovidie, en passant par Chomsky. » Et vu la personnalité d'Ovidie, du moins de ce que j'en ai vu et lu, elle correspond bien à ce qu'est une anarchiste. Mais peut-être qu'elle avait tout simplement laissé tomber l'idée de l'anarchie quand elle s'est déclarée apolitique. Ou qu'elle ne considère pas l'anarchie comme faisant partie de la politique. Ce qui est possible aussi, et se tient selon l'angle par lequel on perçoit l'anarchie en tant que concept et de ce qu'on entend par politique. Mais ce n'est pas le sujet. Petite parenthèse toutefois, l'anarchisme, ce ne sont pas les gens que tu vois au journal télévisé, qui passent leur temps à tout casser et à refuser toute règle. L'anarchie, ce n'est pas le chaos, ni l'absence de règles. L'anarchie, c'est l'idée d'une communauté dénuée de chefs ou de groupes de chefs qui te disent quoi dire, quoi faire, quoi penser. La vie de rêve. On te dit quoi il faut penser, ou quoi écrire, quoi faire. Être le mouton que tu aimes, avec le troupeau des bêtes. Bêtes. À ne pas confondre avec l'anomie, qui elle est bien l'absence de règles, et qui pour le coup mène au chaos. Reprenons. Donc, durant cette vidéo, je vais te faire un bref résumé du parcours d'Ovidie, sans trop rentrer dans les détails, sinon on est parti pour des heures. Je parlerai ensuite de ses œuvres que j'ai déjà explorées, pour te donner une idée de ce qu'elle produit, de ce que tu peux trouver chez elle, histoire de savoir si ça peut te plaire ou non. Le but étant de te faire découvrir cet artiste dont j'apprécie beaucoup le travail, même s'il y a à redire sur certains points. Petite précision, ou anecdote, appelle ça comme tu veux, elle choisit comme pseudo Ovidie, non pas en référence à Ovide, le poète latin qui écrit les Métamorphoses, comme certains journaux ont pu l'écrire, mais en référence à un personnage de la bande dessinée Destin farceur de Petit Luc. Ovide, dans cette BD, étant une rate, l'animal, pas l'organe, tu t'en doutes, qui vit en marge de la société, personnage dans lequel elle se reconnaît. Bon, commençons. Héloïse Delsart est née le 25 août 1980 à Lille de parents fonctionnaires. Sa mère dirigeant des établissements psy pour ados et son père étant proviseur. Militante dès son adolescence, elle crée avec son petit ami de l'époque une antenne locale appelée SCALP, qui signifie Section carrément anti-Le Pen. Après un bac littéraire, elle entame des études en philosophie. En 2020, elle obtient également un doctorat en sciences humaines et humanités. À 16 ans, elle découvre le porno et arrive rapidement à l'idée qu'il peut, contrairement à ce que disent les féministes traditionnelles, devenir un outil de libération des femmes. Elle quitte alors la cellule féministe qu'elle fréquentait pour adopter les idées du féminisme pro-sexe, un courant qui considère que la sexualité est un domaine qui doit être investi par les femmes, faisant du corps, du plaisir et du travail sexuel des outils politiques. Ce sur quoi elle est revenue depuis, considérant avec le recul que le sexe a plutôt été une source d'aliénation pour elle, finalement. La politique et la sexualité étant, comme tu le vois, déjà au cœur de ses préoccupations.
À 19 ans, elle rencontre une collaboratrice de Marc Dorcel dans un salon de l'érotisme. Celle-ci l'informe pas mal sur le métier et, suite à cet entretien, elle envoie sa candidature à la maison de production. Peu après, elle entame sa carrière. C'est ça, exactement. Parce que j'avais quand même une vision très professionnelle de la chose et je commençais déjà à réfléchir à la réalisation, tout simplement. J'avais ça quand même en ligne de mire. Et pour moi, il était évident que j'allais pas passer par la case amat, puisque en fait, la sexualité était quelque chose qui m'intéressait peu, très bizarrement. Ce qui m'intéressait, c'était rentrer dans ce milieu, arriver dans un milieu qui était très marginal, commencer à réfléchir à une autre pornographie, mais c'était pas vraiment pour satisfaire un fantasme. Donc vous envoyez chez Marc Dorcel une longue lettre de motivation où vous expliquez ce que vous voulez faire, ce que vous voulez pas faire, que votre famille est d'accord et que c'est pas un mec qui vous pousse en gros, quoi. Oui, j'ai envoyé un CV. Voilà, une lettre de motivation, un CV, comme je l'aurais fait pour n'importe quel travail. Rapidement, elle devient une vedette dans ce milieu. Remarquée par les médias grand public pour sa personnalité et son look gothique, elle est invitée sur diverses émissions télé. Se distinguant par son parcours d'étudiante de philo et ses discours revendicatifs, elle est rapidement surnommée l'intello du X. Dans la foulée, elle perd certains de ses amis, qui considère qu'elle s'est vendue au patriarcat en se lançant dans cette carrière. Car, hélas, évoluer, c'est aussi risquer de perdre des gens qu'on aime. Sur les plateaux, elle refuse les pratiques qu'elle estime dégradantes, exige l'utilisation du préservatif, refuse de tourner 25 fois une même scène si elle n'en voit pas l'utilité, démontrant par l'exemple que se faire actrice de film X ne veut pas forcément dire se soumettre au bon vouloir des hommes pour qui et avec qui elle tourne. Démarche que je trouve très saine, même si ça a dû en emmerder plus d'un. En 2003, elle met fin à son rôle d'actrice du X, mais tournera par la suite dans des films plus traditionnels comme Mortel Transfert, La Nuit des Horloges ou encore Saint-Amour, où elle donnera la réplique à Benoît Poelvoort. En 2000, alors qu'elle tourne depuis plus d'un an, elle passe de l'autre côté de la caméra, entamant sa carrière de réalisatrice. Elle tourne Orgie Noire, puis Lilith, dans lequel elle aborde le porno féministe. Il y a Lilith, qui est votre deuxième long métrage. Oui. C'était quoi l'histoire ? L'histoire d'une femme insatisfaite. En fait, à partir de Lilith, c'est là où j'ai vraiment commencé à travailler le concept de pornographie à destination des femmes. Ouais. C'est vraiment à partir de ce moment-là que je me suis affirmée en tant que réalisatrice et que voilà, j'ai travaillé sur ce concept-là. Lilith étant souvent vue comme une succube, une tentatrice des hommes, une sorcière, ou encore la première femme d'Adam qui le largua car elle refusa de se soumettre à lui. Ça ne m'étonne pas qu'Ovidi ait choisi cette figure mythologique passionnante pour aborder un tel thème. Moi-même, j'aime beaucoup ce personnage qui est la protagoniste principale d'un de mes romans en cours d'écriture. Même le logo de ma chaîne est un dérivé du symbole de Lilith. Bref. Elle tourne pas mal de films autour de sujets comme la liberté féminine, le déclin du désir, les différences de perception de la sexualité entre hommes et femmes, etc. En tant que réalisatrice, elle instaure le port du préservatif obligatoire sur ses tournages. Cette pratique a été une de ses positions tranchées visant à promouvoir un travail plus responsable et respectueux des acteurs. De 2008 à 2015, elle est nommée directrice des programmes de la chaîne Éducation sexuelle, où elle réalise plus de 200 films à caractère éducatif. Plus récemment, en 2019, elle a réalisé un court-métrage titré « Un jour bien ordinaire ». Le film raconte la première journée de Romain dans le monde du cinéma du X, où il est l'un des rares hommes dans un environnement dominé par les femmes. Ce court-métrage aborde des thèmes tels que le sexisme et les conditions de travail dans cette industrie du cinéma. Tout à fait, il y a une inversion des pouvoirs, il y a une inversion des genres. En fait, Romain, donc, en fait, c'est une autofiction. Pour quand même replacer quand même dans le contexte, une autofiction sur une journée qui est donc arrivée il y a 20 ans maintenant. Enfin, il y a même un petit peu plus de 20 ans. Il y a le jour, le 1er mai 99, c'est ça ? C'est vraiment le 1er mai 99, c'est la première journée que j'ai passée sur un plateau. Et il se trouve que ce plateau-là, c'était un plateau de films pornographiques. Et bon, c'est une autofiction, ça veut dire qu'on peut prendre un peu de distance avec le réel, hein. On peut prendre quelques libertés, on peut inventer 2-3 trucs, mais j'avais envie que ce rôle principal soit joué par un garçon
dans un monde dystopique où il y a une inversion des genres, donc en fait où on est dans un milieu qui est dirigé par les femmes, parce que je me suis dit, il y a plein de petites agressions verbales, plein de petites choses comme ça qui passeraient crème si ça avait été une femme, qui avait une actrice qui avait joué le rôle de l'héroïne. Ouais. Là, le fait que ce soit un garçon, je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, mais ça crée quand même un sentiment d'étrangeté et on est encore plus choqué par ce qui se joue là. Le succès du film ayant débouché ensuite sur la réalisation d'une série nommée Des gens bien ordinaires, composée pour le moment de 2 saisons. Elle permet d'explorer toutes les thématiques soulevées dans le court-métrage de manière beaucoup plus complète. Accessible sur Canal+, elle a déjà remporté 3 prix. À partir de 2011, elle se lance également dans la réalisation de documentaires. Elle commence par Ronde et sexy, parlant de la sexualité des femmes en surpoids. Elle produit entre autres Rhabillage, Pornocratie, Tu enfanteras dans la douleur ou encore Le procès du 36. Elle réalise bien d'autres documentaires, tous tournant autour des mêmes thématiques, dénonçant des injustices, des aberrations, mettant en évidence des lois stupides et leurs conséquences. Des documentaires instructifs, parfois révoltants, montrant ce que beaucoup ne veulent pas voir, par facilité, conformité ou intérêt. Ces films et documentaires lui ont permis de remporter 2 trophées comme artiste et 12 comme réalisatrice. Ce qui n'est pas rien et devrait suffire à faire taire ceux qui ne voient en elle qu'une actrice du X. Du moins dans le meilleur des mondes, mais nous n'y sommes pas. Donc voilà. Poursuivons avec une autre forme d'art, ma préférée, l'écriture. Comme je l'ai dit au début, Ovidie est aussi une auteure. Une auteure prolifique ayant écrit ou participé à l'écriture d'une 30aine de bouquins en parallèle de ses films et documentaires. Là encore, elle brasse large tout en restant sur les thématiques qui lui parlent et ou la révoltent. Que ce soit à travers des essais, des bandes dessinées, des romans ou autres. Sa plume est à son image. Elle tranche dans le vif et ne mâche pas ses mots quand elle aborde les sujets qui la révoltent. Se montre très pédagogique, claire et concise quand elle explique des concepts. Et ce qui ressort beaucoup, surtout dans ses écrits plus personnels, c'est l'honnêteté intellectuelle dont elle sait faire preuve. Consciente de ses propres fonctionnements, de ses biais cognitifs et des contradictions qu'ils font naître en elle. C'est une caractéristique que j'apprécie beaucoup et qui, souvent, naît chez des personnes qui font beaucoup d'introspection et sont capables de se remettre en question. Je te laisse aller voir sa bibliographie complète sur Wikipédia, Babelio ou autre, il y a de quoi faire. Pour ma part, je ne vais te parler que de ceux que j'ai lus et je poursuivrai avec un petit avis sur ces documentaires que j'ai pu visionner. Essai, publié en 2018 aux éditions Anne Carrière, traitant des dangers d'Internet pour les ados et enfants principalement. On y retrouve certaines informations et avertissements déjà présents dans l'un de ces documentaires. Mais Ovidie ne s'arrête pas là. Elle y aborde aussi les causes et conséquences de la porn culture, les diverses préventions à donner aux adolescents, les revenge porn, le harcèlement et bien d'autres sujets tournant autour de tout ça. Ce livre est un vrai petit manuel de prévention à destination des ados et de leurs parents pour y voir clair dans tout ça, pour balayer pas mal d'idées reçues, pour rendre leur navigation et leurs interactions sur le net plus sûres. J'ai pas grand chose d'autre à dire dessus, juste qu'il est à offrir aux parents et ados, car même s'il a déjà 7 ans, et qu'Internet a pas mal changé depuis, le propos du livre reste d'actualité. En parlant de changement d'époque, si on faisait un petit tour dans les années 90 avec une petite BD. Roman graphique sorti en 2021 chez Marabout. Le scénario et les dialogues sont écrits par Ovidie, et le tout est illustré par Audrey Lenné. Il explore l'adolescence d'Ovidie dans les années 90, en parallèle avec celle de sa fille. Cette œuvre met en lumière les enjeux liés à la sexualité, au consentement, aux violences sexistes et à la construction identitaire, et ce, dans les 2 époques abordées. Ovidie y révèle ses jeunes années, partagées entre le militantisme, ses premières aventures, et ce problème des violences sexistes auxquelles elle est confrontée à cette époque. Dans les passages avec sa fille, elle se questionne, s'inquiète pour l'avenir de celle-ci et des autres enfants et ados actuels. Elle se pose des réflexions sur son rôle de mère dans les transmissions de ce divers sujets à sa fille. Ce roman graphique est très intéressant,
autant pour ceux qui veulent en savoir plus sur Ovidie, que pour en apprendre sur les sujets abordés et leurs évolutions d'une époque à l'autre. Les dessins sont très jolis, parlants, oscillant entre des couleurs froides pour certains passages et plus colorés à d'autres, accompagnant très justement les dialogues et les réflexions qui sont bien écrits. Parfois drôles, parfois touchantes, parfois révoltantes. Je recommande cette œuvre qui se lit très rapidement et facilement, à mettre entre toutes les mains. Maintenant, parlons d'un autre livre, mais à mettre entre les mains d'ados, principalement celui-là. Et c'est écrit par Ovidie et illustré par Digli, pas certain de la prononciation. Publié en 2022 par l'éditeur La Ville Brûle, petit livre d'environ 70 pages destiné aux adolescents dans le but de les aider à reconnaître et se libérer des injonctions sociales liées à leur corps et à la sexualité. Il s'adresse surtout aux filles, mais le faire lire à des jeunes garçons est tout aussi nécessaire pour les éduquer dans le bon sens à ce niveau-là. Le livre est découpé en petits chapitres, chacun portant le nom d'une de ces injonctions. Tu n'es pas obligé de te comparer, de t'épiler, de pratiquer telle ou telle chose. Ovidie déconstruisant chacune de ces injonctions avec pédagogie et bienveillance, de manière claire et concise. Un livre à faire lire à tous les ados pour soit les déculpabiliser de ne pas suivre ces injonctions, soit leur faire comprendre que celles-ci ne sont pas du tout acceptables. Ce texte n'est ni un essai ni un manifeste, tout au plus un exutoire, un texte cathartique en écriture automatique, un discours de colère et de désespoir où l'affect amorce sa réflexion. Publié aux éditions Juillard en 2023, l'extrait que je viens de te citer, tiré de sa préface, pose bien l'intention derrière son écriture. Ici, on est sur un texte beaucoup plus personnel où l'auteur nous raconte le cheminement psychologique et philosophique qui l'a amené à faire sa grève de l'hétérosexualité. Sa pub, plus aiguisée que jamais, flirte avec plein d'émotions et de sentiments. Colère, tristesse, douleur, ressentiment, etc. Étrangement, c'est le livre qui m'a le plus marqué dans tous ceux que j'ai lus d'elle, et pourtant, c'est celui sur lequel j'ai le plus de mal à poser des mots. Peut-être par pudeur ou respect, car ce sont des pensées intimes qu'elle nous livre là, des bouts de sa vie qu'elle nous raconte, des souffrances subies, des joies vécues, des désespoirs passés au présent. Elle nous parle notamment de ces hommes qu'elle a eus et qui se permettaient des attouchements et des pénétrations alors qu'elle dormait. Ce qu'on appelle des viols conjugaux. Une belle bande de fumée. En tout cas, après cette lecture, je comprends mieux ses motivations, ses combats, son choix aussi de ne plus fréquenter d'hommes de manière intime. Bon, par contre, il y a quelques passages un peu problématiques, à mon sens, mais j'en reparlerai plus tard dans la vidéo. Je ne sais pas trop quoi ajouter. Ça reste un livre que j'ai pris plaisir à lire, même si c'était parfois dans la douleur. Il m'a parfois fait pleurer, parfois révolté. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne laisse pas indifférent. J'apprends, alors que j'écris ces lignes, qu'Ovidie a créé une pièce de théâtre à partir de ce bouquin. Pièce qu'elle jouera avec l'actrice Anne Mougalis du 9 septembre au 25 octobre. J'avoue ne pas trop voir comment faire une pièce de théâtre à partir de ce genre de bouquin, mais bon, je ne doute pas qu'Ovidie aura, comme toujours, bien bossé son truc pour offrir un spectacle de qualité. Bien, changeons de support et allons regarder du côté des documentaires maintenant. Sorti en 2017 sur Canal+, il retrace la prise de contrôle de l'industrie du X par le groupe MindGeek, provoquant, entre autres, la dégradation des conditions de travail des acteurs et actrices, contraints à des pratiques de plus en plus extrêmes. Je l'ai vu il y a un bail, j'ai voulu le revisionner lors de l'écriture de cette vidéo, mais plus moyen de remettre la main dessus. Canal+ l'a viré de ses programmes et je ne l'ai pas retrouvé ailleurs. C'est le documentaire qui m'a permis de découvrir le travail d'Ovidie. Je me souviens qu'il y a divers témoignages des acteurs et actrices, qu'Ovidie visite les locaux de ce groupe ayant pris le contrôle de cette industrie. C'est assez horrible de voir ce qu'on force à faire à ces actrices et acteurs. Et encore, le documentaire a près de 10 ans maintenant, et ça a bien dû empirer depuis.
En fait, on a le porno qu'on mérite. Il y a à chaque époque son porno. Le porno, c'est jamais que le reflet d'une société. C'est son reflet exacerbé. C'est le reflet le plus noir, je dirais, le plus exacerbé, le plus déformé. Et j'ai l'impression qu'avec Internet, il y a une forme de cynisme et un manque d'empathie totale qui s'est installé. C'est-à-dire, on le voit bien déjà sur les réseaux sociaux. On voit bien, par exemple, sur Twitter, parfois la violence de certains échanges, parce que vu qu'on ne voit pas l'autre derrière son écran, l'autre finalement n'existe pas. Il se passe un petit peu la même chose sur les tubes, c'est que les actrices n'ont même plus de nom. Elles sont répertoriées par tag, par mots-clés, c'est-à-dire elles sont classées par caractéristiques physiques, elles sont classées par pratique. Bref, je ne peux pas être plus précis vu le peu dont je me souviens, mais si tu le trouves, c'est un excellent documentaire pour voir l'envers du décor. Poursuivons avec un autre documentaire qui permet de voir des choses cachées derrière une façade de liberté. Sorti en 2018, ce documentaire raconte le parcours d'Eva Marie Kullender-Smith, pas sûr de la prononciation, une femme assassinée de 31 coups de couteau par son ancien compagnon et devant son gosse qui plus est. À travers ce documentaire, Ovidie explore les aberrations du système suédois. La Suède, prétendument pionnière en matière d'ouverture d'esprit à propos des travailleuses du sexe, est en fait dirigée par des dinosaures incapables de sortir de l'âge de pierre. On autorise le travail du sexe, mais on condamne les clients. On rend légal le métier, mais on insiste pour que les travailleuses ne le fassent que sous la contrainte. Car si l'une d'elles fait volontairement ce métier, c'est une vilaine fille qu'il faut châtier. Ou une malade mentale, une nymphomane, car tu comprends, une femme ne peut pas aimer le sexe, seuls les hommes le peuvent. Hypocrisie bureaucratique doublée d'un puritanisme malsain. C'est pour toutes ces raisons qu'Eva Marie n'a pas été écoutée par le système, a été persécutée par celui-ci. C'est pour ça qu'on lui a enlevé son enfant sans donner aucune explication. Car là-bas, les services sociaux ont tous les pouvoirs, y compris d'enlever ton enfant sans avoir besoin de raison valable. J'en dirai pas plus sur le déroulement de l'affaire et ses détails, le documentaire est là pour ça. Toujours est-il que ça a amené à ce drame et que, comble de l'horreur, on laisse encore la garde du petit à ce père toxicomane, violent et assassin. Par contre, la famille d'Eva Marie n'a plus aucune nouvelle de l'enfant depuis, malgré leurs nombreuses demandes et recherches. Comme le dit si bien la réalisatrice, Eva Marie est le symbole de l'échec du système suédois. Un documentaire qui fait froid dans le dos et qui nous montre, une fois de plus, que la stupidité de certaines lois et de ceux qui l'appliquent peut mener à des catastrophes. En parlant de catastrophes, faisons un petit tour dans le milieu médical maintenant. Diffusé en 2019 sur Arte, Ovidie y explore les violences obstétricales et gynécologiques subies par de nombreuses femmes lors de leurs accouchements. Elle recueille les témoignages poignants de ces femmes qui ont subi des violences telles que des césariennes à vif, du forcing pour des péridurales ou à l'inverse le refus de leur en faire une. Des actes violents sans anesthésie, des remarques sexistes et ou infantilisantes, et j'en passe. Le terme violence obstétricale est loin de faire l'unanimité. On entend par violence obstétricale tout comportement ou acte commis par le personnel de santé qui n'est pas justifié médicalement ou effectué sans le consentement de la parturiente. Elle aborde les conséquences de tout ça sur l'état mental de ces femmes. Difficultés relationnelles, dépression, traumatisme, perturbations au niveau de la sexualité, bref, tous les symptômes pouvant surgir suite à un viol. D'ailleurs, beaucoup témoignent qu'elles ont vécu ces violences comme telles. Et, autre similarité, les plaintes que les victimes portent sont prises à la légère, classées sans suite, ou alors on insiste fortement pour qu'elles retirent leurs plaintes. Bref, autre violence, même cinéma de la part de la justice et des administrations. Chose intéressante que j'ai appris dans ce documentaire, c'est qu'il existe une technique, développée en Russie, pour accoucher sans douleur, apprendre à la femme à le faire au lieu de le subir. Et ils appellent ça accouchement psychoprophylactique. Mais, oh surprise, ça semblait pas mal déranger l'ordre établi, et la clinique qui faisait ça a été forcée de fermer. Idem pour Isabelle Koenig, sage-femme qui, ayant quitté l'hôpital, s'était mise à accompagner les femmes dans leurs accouchements à leur domicile. Elle a reçu des sanctions pour mise en danger de la vie de mère.
Amère ironie quand on voit qu'ils se foutent éperdument de l'état de la mère à l'hôpital. Enfin bon. En tout cas, cette enquête qui a duré 2 ans démontre que ce sujet reste encore tabou et que les pouvoirs publics n'ont clairement rien fait pour traiter ce problème. Bien au contraire. Sorti sur Arte, il a été enlevé de la chaîne YouTube et de leur plateforme. Mais si tu veux le voir, je l'ai retrouvé sur un site d'archives. Vois dans la description pour y accéder. Bien, passons au prochain, qui ne m'a pas redonné foi en la justice et ses acteurs, loin de là. Sorti en 2022, la même année où l'affaire est arrivée à son terme, il retrace, à travers divers témoignages et recherches, le procès des agents de la BRI, Brigade de recherche et d'intervention, accusés d'un viol collectif sur la jeune touriste canadienne Emily Spanton, au sein de leurs locaux au 36 quai des Orfèvres. Ce procès est un procès sur le consentement. Un procès qui se déroule en pleine explosion du mouvement MeToo. C'est aussi un procès qui démontre toute l'absurdité et l'inhumanité du système judiciaire français, qui est aussi pourri qu'en Belgique, quand il s'agit de traiter ce genre d'affaires. Absolument toutes les aberrations typiques de ce genre d'affaires y apparaissent. On remet systématiquement et dès le départ en doute la parole de la victime. On sous-entend que vu qu'elle a bu ce soir-là, vu la façon qu'elle est habillée, peut-être qu'elle l'a un peu cherché. On fouille son passé et prend absolument tout ce qui n'est pas parfait pour la décrédibiliser. On lui fait passer et repasser d'interminables interrogatoires jusqu'à l'épuisement. Alors que je rappelle, c'est la victime supposée, pas la coupable. Elle avait un peu flirté, puis suivi ses hommes, donc bon, faut pas venir se plaindre après. Bref, rien ne lui a été épargné. Les accusés, ça va. Après tout, ils font partie de la police judiciaire, ce sont des braves types au service de la justice, donc voilà. Bon, je spoil un peu, mais a priori, si tu t'intéresses à ce genre de sujet, tu sais comment ça a terminé. Le procès se termine par une condamnation de 7 ans d'emprisonnement pour les coupables. Ils font appel et sont libérés. Perso, ma petite théorie, c'est que vu que le mouvement MeToo battait son plein, qu'il y avait beaucoup de manifs autour de tout ça, les juges ont mis 7 ans pour dire « Vous avez vu, on est gentil, on emprisonne les coupables », en sachant très bien que ceux-ci feraient appel. Après quoi, ils sont libérés, car je cite, « Le témoignage de la victime n'est pas assez fiable ». Ouais. Comme toujours, Ovidie nous offre un documentaire très complet avec les témoignages de la victime, des accusés, des familles. Elle retrace tout le parcours du combattant qu'Emilie a traversé, les répercussions que cela a eu sur sa vie, sa santé mentale, ainsi que le procès proprement dit. Du bon boulot qui donne ce documentaire très complet d'environ 1 heure. Si tu veux le voir, il est présent sur la plateforme Odyssée, je mettrai le lien dans la description. Comme tu l'as remarqué, Ovidie utilise tous les médias possibles pour explorer les sujets qui l'intéressent. Films, livres, BD, podcasts, documentaires et maintenant théâtre. La qualité est pratiquement toujours au rendez-vous, et je dis pratiquement par sécurité car je n'ai pas vu toutes ces œuvres et donc je ne préfère pas me prononcer à propos de celles que je ne connais pas. Mais pour celles que je connais, c'est du très bon. De plus, on constate des améliorations au fil des années, que ce soit dans le montage et autres pour les vidéos ou dans l'écriture pour ses livres. Et une personne qui s'améliore prouve qu'elle ne se repose pas sur ses acquis, ce qui est un gage de qualité supplémentaire à mon sens. Bon, c'est bien beau tout ça me diras-tu, mais n'est-ce pas trop beau? Est-ce que je ne suis pas simplement un fan inconditionnel, incapable de voir les défauts? Eh bien non. Ovidie fait d'excellent travail, mais nul n'est parfait. Elle a aussi ses défauts, et j'aimerais parler d'un en particulier que je trouve assez problématique, surtout pour une personne qui cherche à faire réfléchir les autres à travers ses créations. Ce défaut, si on peut l'appeler comme ça, c'est une vision biaisée des choses sur un sujet en particulier. Cette vision biaisée, on l'appelle simplement la misandrie. Alors, pour ceux qui ignorent ce qu'est la misandrie, pour résumer, c'est l'équivalent de la misogynie, mais orientée vers les hommes. Cette misandrie s'exprime par moments, au détour d'une phrase, d'un paragraphe, dans des conclusions parfois hâtives,
Ce n'est pas non plus ultra présent, mais c'est là et c'est problématique. Déjà parce que, par définition, la misandrie, comme la misogynie, condamne sans nuance à la moitié de l'humanité. C'est tout simplement de la discrimination, au même titre que le racisme, l'homophobie ou autre. Mais surtout, vu que ça apparaît dans ses œuvres, ça peut encourager d'autres personnes à adopter cette vision biaisée et limitante des choses. Et dans une époque où la guerre des sexes est déjà ultra présente, ça ne fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Est-ce l'un de ses buts ? Honnêtement, je ne pense pas. Sinon, j'imagine qu'elle appuierait bien plus là-dessus, mais je peux me tromper. Ce que je sais, c'est qu'elle est consciente de cette misandrie. Elle en parle d'ailleurs dans ce petit extrait d'interview où elle s'amuse de voir sa fille adopter ce point de vue. Je suis pas une mère exemplaire, mais je me suis pas trop mal démerdée sur certains points quand même. Puis quand je vois qu'elle est encore plus misante que moi, je me dis il y a de la transmission dans l'air quand même. Maintenant, imagine qu'un mec tiendrait le même genre de discours en disant « T'as vu, mon fils est aussi misogyne que moi, c'est marrant. » Mais le mec qui dit ça, il va se faire démolir, et à juste titre. Mais dans l'autre sens, visiblement ça passe. C'est comique, on se marre. Bon. Mais bref, ce sujet mériterait une vidéo à part entière. Pour en revenir à Ovidie, voilà, elle en est consciente, semble trouver ça normal, voire appréciable, et c'est à mon sens son plus grand défaut en tant qu'artiste. Car ça paraît dans ses œuvres et ne fait qu'encourager, à petite dose heureusement, cette guerre des sexes aussi absurde que destructrice. Et surtout, venant d'une personne qui a de l'intelligence à revendre, qui semble chercher à s'améliorer constamment, se remettre en question sur pas mal de sujets, je trouve ça très dommage de trouver un raisonnement aussi simpliste, manichéen, qui se résume à « les hommes sont méchants, les femmes sont gentilles ». Je suis le méchant et je veux tuer la gentille. Mais je dois bien avouer que je comprends ce qui a pu l'amener à ça. Moi-même, alors que je suis un mec, j'ai nourri pendant un temps de la misandrie. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est comme ça. Je ne cherche nullement à la dédouaner, mais à comprendre et éventuellement à te faire comprendre ce qui peut amener à ça. Et comprendre n'est pas cautionner. Je vais te lire un passage de son livre « La chair est triste ». C'est là que nous avons pris collectivement conscience que nos amis, nos collègues, nos mères, nos sœurs, nos voisines avaient également été violées, à des âges et dans des circonstances diverses. Aujourd'hui, je ne connais pas une seule femme qui n'ait pas été à minima sexuellement violentée. Et un autre extrait du même bouquin. Si encore ils ne s'en prenaient qu'à nous, nous serions capables de subir en silence. Mais ils s'en prennent aussi à nos filles. Ils les klaxonnent dans les rues alors qu'elles n'ont parfois que 13 ou 14 ans. Ils les sifflent comme ils m'ont sifflé au même âge, voire plus jeune. Parfois, ils en abusent aussi. Ah, mais elle avait l'air de voir au moins 16 ans, monsieur l'agent. Ils privent leur propre fille de liberté, mais n'hésitent pas à se masturber sur des actrices porno qui paraissent à peine majeures en les traitant de salopes. Et je ne peux qu'être d'accord avec elle. Enfin, moi, j'étendrai ces propos aux hommes comme aux femmes. Toutes les femmes qui ont été assez proches de moi pour me faire confiance m'ont, à un moment ou à un autre, parlé de violences sexuelles qu'elles avaient vécues. Mais c'est aussi pareil pour mes amis hommes. Attouchement, tentative d'abus ou abus, etc. Tous mes amis ont connu ça étant enfants ou ados. Là où ça diffère par contre, c'est une fois adulte. Là oui, ce sont principalement des femmes qui continuent de subir la stupidité perverse de certains mecs. En général, on n'est plus trop embêté à ce niveau-là, en tant que mec une fois adulte. Ovidie, comme elle l'affirme dans ce même livre, est tout aussi concernée par le viol conjugal. Ayant fait beaucoup d'enquêtes sur le sujet, pour ses documentaires et bouquins, elle a donc passé une grande partie de sa vie à ne voir que ça partout. Des crétins pervers s'attaquer aux enfants, aux ados et aux femmes. À savoir que, bien que minoritaires, certaines femmes aussi font des saloperies de ce genre aux enfants. J'en ai personnellement croisé une et c'est pas génial. Mais c'est un autre sujet. De mon côté, de par mon éducation foireuse, avec ce que j'ai vu, entendu et vécu, de par mes nombreuses recherches sur ce genre de sujet, j'avais également développé cette méfiance envers les hommes jusqu'à friser la paranoïa. Et en tant qu'homme, considérer tous les mecs comme des pervers, ça pose des gros soucis psychologiques et relationnels. Ce que moi j'ai appelé le mal-être. J'explorerai ce sujet une autre fois. Et donc, je comprends pourquoi Ovidie a pu en arriver à développer cette misandrie, l'ayant moi-même traîné pendant un temps et pour des raisons à peu près similaires.
Mais ça n'en reste pas moins problématique quand cette misandrie est véhiculée, même à petite dose, dans les œuvres d'une personne. Bon, passons à la conclusion. Alors, que peut-on retenir du parcours très complet de cet artiste aux multiples talents? Tu l'as compris, j'apprécie beaucoup son œuvre et te recommande de t'y intéresser si les sujets abordés à travers ses travaux te parlent d'une manière ou d'une autre. Ne t'attends pas à ressortir de là avec une vision plus belle de la vie, car Ovidie n'est pas là pour passer de la pommade sur nos plaies, mais pour nous rappeler que ces plaies existent. Elle ne relativise pas, elle dénonce. Elle ne divertit pas, ou peu, elle informe. Mais, si comme moi, tu es un mec qui n'est déjà pas à l'aise avec toi-même, certains passages, certaines réflexions, ne t'aideront pas à avoir une meilleure vision de l'homme que tu es. Ça peut même empirer. Au-delà de ça, c'est une artiste qui a su faire bouger les choses de par son refus d'obéir à des dictats, sa rage du sage, dont elle a fait le moteur de son art. Et par sa plume aiguisée, tranchante, qui parle sans détour et sans chercher à maquiller la vérité. Ovidie fait ce que, à mon sens, beaucoup d'artistes devraient faire. Utiliser son art, son talent, non pas juste pour divertir, même si c'est déjà un but honorable en soi, mais pour tenter de faire bouger les choses. Tenter d'apporter un peu plus de justice dans ce monde injuste, ouvrir les yeux à ceux qui ne peuvent ou ne veulent rien voir. Voilà tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je terminerai par un dernier extrait de son livre que j'ai trouvé très touchant et qui fait écho, en partie, à mes propres pensées. Aujourd'hui, je ne veux plus rien. Mais avant cette greffe, j'aurais voulu vivre une sexualité joyeuse, respectueuse, égalitaire, sans enjeu de domination et de soumission, à un moment de partage équitable dont chacun sorte grandi. Et je voudrais qu'on m'aime, moi, pour ce que je suis, et non pour ce que je représente. Qu'on m'aime et qu'on me laisse libre de vaquer à mes occupations, de la même manière que je respecterai la liberté de l'autre, parce que cette relation serait fondée sur la confiance et la sécurité. Je voudrais croire en un amour affranchi de notre culture de la domination, en un monde dans lequel il serait possible d'envisager l'égalité entre deux êtres. À bientôt, et que la curiosité t'accompagne.